Notre objectif, c'est d'éduquer les jeunes à grandir, à se préparer, à rentrer dans l'âge adulte. Et pour ça, le travail de mémoire est un champ important qu'on vit depuis de nombreuses années à Massillon. Et le projet est de mettre en relation les jeunes avec les anciens, ceux qui ont malheureusement souffert dans leur vie, mais qui ont pu transmettre des messages d'espoir parce qu'ils se sont mis à lutter contre une tyrannie qui s'est imposée à eux. Et donc, c'est pour nous, fondateurs de nos jeunes aujourd'hui, d'avoir ce travail de communication avec nos anciens, avec les différentes situations qu'ils ont pu vivre dans la rencontre, dans l'échange et aussi dans l'interprétation à travers les travaux qu'ils peuvent produire ou les textes qu'ils peuvent réaliser pour se mettre au service de cette transmission de la mémoire. Le projet Bouche à oreille a été très important dans la pratique pédagogique que j'ai pu mettre en œuvre cette année auprès de mes élèves de 3e. Il a permis d'ancrer plus de racines auprès d'eux dans la transmission de la mémoire. C'est une classe qui est assez créative et dès que je leur ai proposé le travail en art plastique, ils se sont mis directement à créer, à travailler. Ils avaient des idées tout de suite. À partir de là, je leur ai demandé de choisir un objet, un événement, un moment marquant de l'histoire des témoins et de reconstituer une illustration en images pour illustrer les textes, tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que les élèves ont différents témoins, mais qu'on peut faire quand même des liens tout en gardant l'aspect personnel des images. Une mémoire qui est devenue concrète, puisqu'ils ont vu des témoins de la guerre. Ils ont pu échanger avec eux, mais échanger aussi bien sur leur vécu, mais aussi sur leur vie quotidienne, puisqu'ils se sont découverts beaucoup d'affinités avec eux. Comme des grands-parents, puisque beaucoup ont échangé sur leur quotidien. Et ça me semble extrêmement important de continuer à les aborder dans le sens où aujourd'hui ils deviennent des passeurs de mémoire et surtout parce que ça fait sens à leur enseignement. Ils sont jeunes, ce sont des collégiens, des fins de collégiens maintenant, ils vont passer au lycée et ça leur fera aussi des souvenirs grâce à ce nouveau type d'apprentissage. Le 20 août 1941, on a frappé à la porte et c'était 2 policiers français qui sont entrés et qui ont demandé que mon père se présente. Ils l'ont emmené et moi j'avais 3 ans et 3 mois. Et c'est la dernière fois que je voyais mon père. Et je me rappelle exactement l'image, comment c'était. Il y avait ma mère, ma petite sœur dans ses bras, moi à côté, et mon père qui s'habillait pour partir. Il aurait pu se sauver, il dit non mais s'il se sauvait, on nous prenait nous tous. Donc il a été déporté, on s'est précipité à la fenêtre pour le voir partir. Et c'est la dernière fois de ma vie que je l'ai vu. Hein? J'avais 3 ans, mais j'ai l'image devant moi. Je me rappelle de rien d'avant et tout ça, mais ça, j'ai l'image de mon père qu'on emmenait. Il a été à Drancy et ensuite il a été déporté par le convoi numéro 2 en juin 1942. On a su après qu'il a été fusillé entre le 15 et le 16 juillet 1942. Ma tante, c'était la sœur de mon père, elle a été déportée le 29 juillet pour Auschwitz, mais on a laissé mon petit cousin tout seul à 7 ans. Il était tout seul avec des autres enfants aussi qu'on a pris. Et lui, il a été déporté en septembre. Et ils ne sont jamais revenus. Et mon petit cousin, il s'appelait Izi Raoul. Il y a son nom qui est dans le jardin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y a un jardin à côté de l'ancien bâtiment du Vélodrome d'hiver, où il y a le nom de tous les enfants qui ont été déportés qui est inscrit dans ce jardin. Alors, dans le village, comme je vous dis, on était peut-être 6-7. Alors moi, ils n'avaient pas mon adresse, ils ne sont pas venus me chercher. Et puis mon ami qui était né en Palestine, qui l'ont relâché. Tous les autres, ils ne sont jamais revenus. Ils ont été des enfants qui avaient 7-8 ans. C'est grâce à ces gens-là, ces anonymes, ces justes, dont on ne parle jamais et qui en fait ont fait beaucoup de choses pour nous. Nous ont permis de survivre. Même à 10 ans, ils m'arrêtaient, ils me mettaient dans un camp. Ils m'envoyaient à Auschwitz, je passais dans les fours. Mais comment est-ce qu'ils vous ont laissé passer alors, même si vous lui avez donné la main? Ils m'ont pas demandé, ils n'ont pas eu l'occasion de me demander mes papiers. Ils ont cru que j'accompagnais la dame. Ah oui, d'accord. Vous avez compris? Oui. Mais pourquoi moi j'ai eu ce réflexe? Je suis dans l'incapacité de l'expliquer encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai eu ce geste d'attraper la main de cette dame que je ne connaissais pas? C'est quand même
C'est quand même incroyable. À Paris, les lois anti-juives régnaient. Il était temps de fuir ou de se rendre à la raison. Va-t'en, papa, cache-nous, maman. Pourtant, devant nos fenêtres voguaient les péniches, la Seine, les bouquinistes, le Pont-Neuf et les amants. Tous s'en fichaient, et à Notre-Dame l'on priait comme si de rien n'était. Moi, je m'imprégnais. Plus tard à l'école, quand on m'y envoyait, je ne jouais ni ne parlais. Mais surtout, je lisais. C'est ce qui m'a sauvée, m'a ouvert la ronde. Comprendre, par-delà le mal, la beauté et le monde. Tant de souvenirs me reviennent, que je veux les dire aux autres et aux miens, ceux que je n'ai pu aimer, ni consoler, ni venger, et pour ne pas en mourir. Les faux papiers, ils ont été écrits par qui? Alors c'est ce que je vous dis, par deux demoiselles qui travaillaient à la mairie de Carmaux. Et elle, en cachette, elle faisait des faux papiers. Et elle en a fait pour mes parents qui se sont appelés Philippiac et moi, Marie-Rosée. J'étais pas censée être juive. En novembre 1942, toute la France est occupée, même la zone libre. Nous n'avons plus eu de nouvelles des gens qui sont restés à Paris. Des nazis sortaient tous les jours de nouvelles lois anti-juives. L'étoile jaune devait être obligatoirement cousue visiblement sur les vêtements. On avait des cartes pour l'alimentation et le tabac. À Carmaux, on était rationnés. Pour le tabac, mon père a arrêté de fumer pour changer ses tickets de tabac contre des tickets pour le sucre, pour moi. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du marché noir. On a été arrêtés par des nazis qui ont fait descendre du car tous les hommes. Et donc mon père m'a jeté dans les bras d'une dame qui était près de lui, sans rien dire, et il est descendu du car, et en bas du car, il y avait deux rangées, une rangée d'Allemands, une rangée de miliciens. Mon père est descendu et il avait les faux papiers. Donc il s'est dirigé vers le côté allemand plutôt que du côté français en se disant les Allemands feraient peut-être moins attention aux papiers que les Français. Effectivement, il est remonté dans le car et on est rentré. Encore un miracle. Alors qu'on leur avait enlevé la capacité de garder leur usine, leur banque, leur cabinet médical, enfin tout, croyaient encore que s'ils se mettaient au service de la France collaborationniste et qu'ils allaient mettre un peu d'ordre dans cette population juive démunie dont nous étions, ils allaient arranger nos affaires et les leurs. C'est un jeu pervers absolument épouvantable. Donc, ils disaient à nos parents, confiez-nous vos enfants de moins de 13 ans, ils ne sont pas déportables. La mort dans l'âme, les parents les confiaient, parce que les parents commençaient à être progressivement déportables au fur et à mesure des besoins de faire ce convoi de 1000 déportés par semaine qui partaient de la gare du Nord. UGIF, Union Générale des Israélites de France. Ça fait très juif. En vérité, c'était complètement vaseux, c'était une émanation du gouvernement de Vichy qui avait appelé ça comme ça, et à la tête de ça, c'était les plus grands antisémites, Xavier Ballard, Tarquier de Pellepoix, qui eux le faisaient en se disant on va faire les choses en douceur, mais on va le faire d'une façon inexorable. Et nous, on s'est retrouvés rue Lamarck, c'était le plus important. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle est venue me voir, j'étais malade, j'étais souvent malade, j'étais à l'infirmerie, elle est venue à l'infirmerie, ma petite sœur était venue avec elle, et à ce moment-là, il y a eu une rafle terrible, terrible. J'entendais la Gestapo, des bruits de bottes, des cris, des hurlements. Ma mère s'est cachée sur une toute petite armoire, elle a pris une chaise, elle s'est cachée. Et elle nous a demandé de retirer la chaise. Moi, je trouvais que c'était tellement choquant que ma mère soit sur une armoire. J'ai dit, moi, je suis malade. Ma sœur pleurait, elle avait les mains en l'air. Maman descend, maman descend. Il y a un SS qui est rentré violemment, qui a poussé la porte, et qui a caché la petite armoire. Donc, il a vu deux petites filles pleurer. Il s'est dit, c'est la gnognotte, ça ne m'intéresse pas. Il est ressorti. Quand ça s'est calmé, ma mère est redescendue. Et là, elle a décidé d'aller se cacher vraiment. Et ça, c'est un miracle. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'histoire. Hein. Sinon, je suis morte depuis longtemps dans cette histoire-là. Il y a longtemps que je suis partie en fumée. Vos enfants ne sont pas du tout en sécurité. Le problème, c'est quand ils n'avaient pas assez pour remplir ces fameux
ces convois de 1000, ils allaient chercher les enfants il y avait une dizaine de maisons de Lugifre. Il fallait à peu près 1000 par semaine. Ça, c'était une injonction. Parce que quand on entasse des gens dans des convois bestiaux, sans nourriture et sans boisson, c'était quand même très mal barré. J'ai vu votre témoignage de bouche à oreille. Et donc, il y a une chose que vous racontez, que ma maman m'a raconté, et je pense qu'on est de la même famille. Et alors, ce que sa maman a raconté, c'est que j'avais le frère à mon papa, qui s'appelait Léon, qui était ingénieur. Et un soir, l'oncle Léon, avec un de ses amis, et dans la rue, dans le faubourg du Temple, c'était dans le faubourg du Temple, il y avait une plaque d'égout qui était ouverte. Et avec son ami, ils ont vu un Allemand qui arrivait, un militaire allemand qui arrivait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont poussé, ils l'ont fait tomber dans l'égout. Ils ont remis la plaque, puis ils ont cru que, bon, hop, c'était terminé. Manque de chance. Il y avait une patrouille allemande qui arrivait. Ils ont vu la chose. Ils ont arrêté mon oncle et son ami. Et mon oncle, bon, malheureusement, il a été déporté à Auschwitz. Il n'est pas revenu. Et dans le livret que j'avais, le témoignage que j'avais dit à l'époque, je racontais cette anecdote. Et en 2021, donc, elle est venue à la maison avec sa fille. Et là, on s'est rendu compte qu'on était vraiment cousines. Oui, avec des papiers et tout, et voilà. Et on s'est retrouvés. Ouais, c'est marrant. En retournant à Sassenage, j'ai été trouver le curé de Sassenage. Quand il m'a vu arriver, il m'a demandé pourquoi j'étais là. Et je lui ai raconté ce qui venait de m'arriver. Je voulais devenir catholique. Dans la tête de cette petite fille de 10 ans, je me suis dit, en demandant à être convertie, peut-être que je vais sauver ma vie. Et à ce moment-là, ce curé m'a annoncé qu'il était au courant que j'allais passer en Suisse avec la Croix-Rouge française. Si tu arrives à passer, si tu arrives en Suisse et que tu as toujours la même intention, tu vas trouver l'évêque de Genève avec ma lettre. Mais si une fois arrivé en Suisse et tu n'as plus envie, tu me fais une promesse. Tu jettes la lettre sans la lire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté la lettre sans la lire. Et c'est mon grand regret jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'aurais voulu savoir s'il y avait vraiment quelque chose d'écrit dans la lettre, dans l'enveloppe cachetée. Mais dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le débarquement il a eu lieu en Normandie. Et moi, j'étais à quelques kilomètres des villes qui ont été bombardées. Et quand on a entendu ça avec ma nourrice, on s'est levé le matin, on a entendu les avions, les bombardements, le ciel était en flammes et tout. Mais le mari de ma nourrice avait fait la guerre de 14-18 et il avait prévu des tranchées dans le jardin derrière. Donc dans la nuit, on est parti dans les tranchées, mais dans les tranchées, on voyait les bombes et tout, les avions, parce qu'on était quoi, à 7-8 km de Flers. Et donc il travaillait à Toulouse. Dans ma vie, je ne l'ai vu que 2 fois. Une fois, il est venu à Paris, mais il s'est surtout occupé de mon frère, qui était plus grand que moi, qui avait 5 ans. Et moi, j'étais un bébé dans un berceau, mais je le regardais. C'était la première fois où je l'ai vu. La deuxième fois où j'ai vu mon père, de ma vie entière, c'était dans le Vel-d'Hiv pour lui dire au revoir. Je n'ai vu mon père que 2 fois dans ma vie. Et on a vécu nos bons jours comme nos mauvais jours ensemble depuis ce temps-là. Et on se soutient, et maman était là pour elle, après-guerre, parce qu'elles ont perdu leur maman et leur papa. Et maman, à 30 ans, elle s'est retrouvée avec moi, les 2 filles, mes copines, mon cousin Germain. Il fallait qu'elle fasse vivre, donner du courage à ses 4 enfants. Le père n'est pas revenu puisqu'il était dans le même convoi que mon père, et leur maman a fait une attaque cérébrale juste après la guerre. Donc elles se sont retrouvées orphelines toutes les 2. Donc on a 18 mois d'écart entre l'une et l'autre. Donc moi je suis la petite, et jusqu'à aujourd'hui je suis toujours la petite. C'est que pendant la guerre, il fallait les cartes d'alimentation, on ne pouvait pas rentrer dans une épicerie, acheter ce que vous voulez maintenant. C'était réservé pour telle et telle personne, et il fallait l'étiquette, c'était des tickets d'alimentation. Et vous voyez, sur les cartes d'alimentation, c'était comme une carte d'identité, il y avait l'étiquette, et à la mairie, ils vous mettaient juif dessus, avec un tampon large comme ça je m'en souviens.
Quand vous alliez à l'épicerie, ils savaient que vous étiez juif. C'est difficile de se souvenir à 3 ans, mais c'était tellement fort qu'on ne peut pas ne pas s'en souvenir. Les portes se referment définitivement. On est les dernières sorties du Veldiv. Ma mère et moi, j'avais 3 ans. On s'est sauvés, on est partis directement à la gare pour aller prendre le train vers l'endroit où mon père et mon frère avaient été cachés. C'était à une 60aine de kilomètres de Paris, dans la queue pour prendre le train. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de billets, on n'avait rien. Ma mère me tient par la main, j'ai un genou ouvert et qui saigne, et j'ai vomi sur moi, j'ai reçu de l'eau, enfin vraiment, moi j'ai l'air d'une fugitive. Et ma mère est bien habillée parce qu'elle est couturière, et elle est blonde, et elle a les yeux bleus, donc elle peut être prise pour une Arienne, pas moi. Et dans la queue, je ressens tout ça, je n'ai que 3 ans et 1 mois, je lâche la main de ma mère, parce que je vois qu'il y a des Français et des Allemands qui cernent les gens. Je lâche la main de ma mère, je dis rien, elle dit rien, elle a compris. Je me mets devant elle, tout contre les gens qui étaient bien habillés, avec valise et tout, et qui allaient prendre le train. Elle me dit rien, mais elle a compris. Elle me laisse aller. Et moi, je suis les gens, tout contre eux, et je passe, et on passe. Ce qu'une enfant de 3 ans peut faire par instinct de survie. Ça, il faut le retenir. C'est incroyable à 3 ans de faire des choses comme ça. Mais tous les enfants qui ont l'instinct de survie et qui sont dans le piège de la guerre, par exemple, sont capables de faire ça à 3 ans. Alors, le 15 août 1945, très important, pourquoi je vous ai parlé du 15 août, M. Papon avait fait l'échange d'un lapin contre un morceau de chocolat. Et pour mon anniversaire, il était spécialiste, il avait fait un gâteau roulé au chocolat. Et ce jour-là, on se met à table, il avait fait un civet de lapin, et on entend crier dans la rue « Les Américains, les Américains !» Alors on laisse tout sur la table, et on court au bord de la route voir arriver les Américains. Mais ce jour-là, c'est le premier jour où ils sont passés, le jour de mes 10 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça me parle. Alors toujours pour l'anecdote, on avait un petit chien qui s'appelait Miss. Lui, il est monté sur la table, il a fait le ménage, et puis mon gâteau, il n'était plus là. Il avait mangé le gâteau. J'ai l'impression qu'à mon âge, j'ai vécu 3 vies. 3 sociétés, mais tout à fait différentes, les unes des autres. Et si vous avez des grands-parents, posez-leur des questions, vous apprendrez beaucoup de choses, de vraies, de réelles. Et vous risquez d'être surpris. Et vous allez leur faire, je suis sûre, plaisir. C'est même moi qui l'ai vécu, j'ai du mal à m'imaginer que j'ai pu vivre cette époque-là, qui n'avait rien à voir avec votre époque actuelle, où moi je suis un peu perdue par contre. Alors le programme Bouche à oreille m'a apporté beaucoup de connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un programme de mémoire parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé et que ça ne se reproduise plus jamais. Et surtout, ça change beaucoup d'un cours d'histoire. Ils n'avaient jamais entendu parler de la Shoah. Donc au moins c'est une chose qu'on doit apprendre à tout le monde pour que ça ne se reproduise plus jamais. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas tous les jours qu'on peut écouter l'histoire de quelqu'un qui a vécu la Shoah. J'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on ne doit jamais oublier de ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était très enrichissant et aussi intéressant de savoir comment chaque histoire était différente. Elles ont fait des dessins et écrit des passages qui sont vraiment la réalité. J'ai trouvé cette expérience très passionnante et d'ailleurs très intéressante, surtout de savoir tous ces petits détails de la guerre que peut-être on ne savait pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point, quand on est jeune, on peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe et être innocent alors qu'à côté, il y a une grande guerre. Avoir le témoignage de Mitsa, c'était vraiment très émouvant et ça nous a permis d'aborder le sujet d'une autre façon parce qu'avec les cours, les manuels, on a des connaissances mais c'est quand même plutôt figé et là on avait vraiment les émotions. Mais là c'était franchement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a pu avoir un exemple précis d'une personne qui l'a vécu, donc du point de vue intérieur. Donc pour moi c'est important parce que je sens que j'ai fait quelque chose
que je devais faire. Vraiment, ça m'a beaucoup émue. Nitsa raconterait très bien l'histoire. En plus, on était vraiment dedans. Je compte sur elle pour plus tard perpétrer le devoir de mémoire. De voir comment ces massacres ont changé sa vie, comment les rafles construisaient sa vie, enfin, comment elle vivait autour de ça. Je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir une écoute aussi affûtée et un intérêt aussi marqué et une capacité surtout à le restituer. Parce que le travail qu'elles ont fait, je le trouve admirable. J'ai trouvé ça très intéressant, ce travail de transmission de mémoire très important. À la fois gratifiée, honorée et un peu ébahie par leur savoir-faire et leurs compétences. Voilà. Surtout, ça a un peu complété notre chapitre en histoire, mais sur le plan humain. Et c'était vraiment la rencontre avec un humain, justement, et pas un livre scolaire. Et je pense que les élèves sont très attentionnés. C'est pas la même chose d'entendre son prof d'histoire en parler qu'une personne en vrai, et de pouvoir entendre un témoignage personnel avec une histoire personnelle et des détails qui nous apportent quand même quelque chose. C'est pas la même chose que la grande histoire qu'on peut nous apprendre à l'école. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Alors, à mon âge, je suis pas si vieille que ça quand même. C'est quand même deux mondes différents entre ce que nous on vit aujourd'hui et ce que les personnes comme Marie-Lou ont vécu. Et il faut qu'on sache et il faut qu'on puisse transmettre ensuite. On met des médailles sur les soldats qui ont perdu la vie sur le champ de bataille, mais il n'y a pas de médaille pour nous. Il n'y a même pas de soutien psychologique. À l'époque, ça n'existait pas. Il a fallu que j'arrive à 90 ans pour avoir une psychologue qui me dit « Madame, il faut faire le deuil de votre papa, de votre maman et de toute votre famille ». Et c'est important de vraiment ressentir les émotions des témoins et de les ressentir nous-mêmes et de comprendre ce qu'ils ont vécu. C'est assez touchant de rencontrer quelqu'un avec une histoire pareille en vrai, parce que à l'école on étudie plus les faits historiques et là c'est vraiment plus émotionnel. Et donc, Vu mon âge et qu'on disparaissait tous maintenant très rapidement. L'histoire d'Yvonne m'a énormément touchée et m'a beaucoup permis aussi de relativiser sur la chance qu'on a. Et encore une fois, je le dis, c'était une histoire très touchante qui m'a touchée et j'ai vraiment appris beaucoup de choses grâce à ce projet. Et le fait de le voir avec une témoin devant nous qui parle, on peut voir ses émotions, on peut voir à quel point chaque partie l'a éprouvé. Je trouve que c'est très intéressant et ça permet en effet de continuer le fil de mémoire pour le passer sur des générations futures.